Aujourd'hui, le contexte au sein des systèmes d'information des établissements de santé est le suivant, en fait, c'est que aujourd'hui, vous avez tous des systèmes d'information qui sont quand même relativement complexes et qui ont, pour la majorité d'entre vous, énormément de briques applicatives et de logiciels qui communiquent plus ou moins facilement les uns avec les autres. À ça vient se rajouter en fait le fait d'être obligé d'avoir plusieurs systèmes d'information qui communiquent entre eux, qui œuvrent vers un but commun, avec des systèmes de communication pas toujours prévus à l'origine à cet effet, et aussi également le vécu de chacun des autres, de chacun d'entre vous. Donc, l'introduction la création des GHT a aussi rajouté une surcouche là-dessus, en rajoutant cette complexité de multi-établissements, multi-annuaires, et en rajoutant encore cette complexité de briques applicatives. Donc ça, c'est un rappel, en fait, un affichage plus ou moins succinct pour représenter un peu tous les environnements divers et variés qu'on pourrait retrouver au sein d'un GHT, avec la mixité qu'on va retrouver de plus en plus, qu'on retrouve déjà entre le cloud privé, le cloud public, le cloud CAIH, et puis les interconnexions et les interrelations qu'il y a entre ces diverses applications, qu'elles soient hébergées au sein d'un GHT, au sein d'un cloud, au sein d'un partenaire déjà existant. Donc aujourd'hui, une des premières briques est, je dirais, la brique principale pour tout ça, est en fait la partie gestion des identités, puisque aujourd'hui la plupart des applications se basent sur une gestion des identités qui peut être plus ou moins commune au niveau d'un annuaire pour en grande majorité de l'Active Directory, mais ça peut être aussi des annuaires d'un autre type. Donc aujourd'hui, on va aborder dans le webinar pas toutes les options possibles, parce qu'il nous aurait fallu 2 jours de webinar et ça va vous faire un peu long. Aujourd'hui, on a sélectionné plusieurs options couramment rencontrées pour résoudre ces problématiques de fédération d'identité, qui sont les relations d'approbation, la mise en place d'un ADFS, la mise en place de Microsoft Identity Manager, et la 4e option qui va reprendre un peu les 3 premières en rajoutant la brique d'extension vers le cloud pour prendre en compte cette partie et vous parler un peu de ce que ça pourrait avoir comme impact ou pas en fonction de mon choix si vous souhaitez ensuite aller vers le cloud. Donc au niveau de la gestion des identités hybrides, là on est sur un graphique qui regroupe un petit peu tout, qui va me servir de base pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va retrouver. Donc on a illustré un annuaire central GHT et des annuaires de centres hospitaliers, une petite connexion vers le cloud et des connexions aussi vers des annuaires Active Directory, des annuaires qui seraient autres que des Active Directory de type LDAP, d'autres types que vous pourriez avoir dans vos établissements. Donc en fait, aujourd'hui, la première, entre guillemets, je dirais, étape pour aller vers une gestion des identités communes ou hybrides, le premier step étant effectivement la relation d'approbation Active Directory pour ceux qui auraient des domaines Active Directory, qui va vous permettre d'avoir dans un premier temps une possibilité d'échange d'identité entre les différents domaines Active Directory du GHT. Voir aussi également si vous avez déjà fait cette mise en place là ou si vous allez la faire par la suite, d'avoir un domaine Active Directory GHT, d'avoir une interconnexion en fait entre tous ces domaines-là Active Directory, GHT et des différents CH. Alors pourquoi je l'ai mis en premier? Parce que cette solution a un avantage, c'est que c'est entre guillemets la plus simple des solutions à mettre en place. Par contre, qui dit solution la plus simple à mettre en place, si tout le monde ne fait pas que ça, c'est qu'elle a des inconvénients. Ces inconvénients étant, c'est que dans le cadre des applications, il va falloir tester, puisque si je prends l'exemple d'une application qui serait hébergée par exemple sur notre schéma sur le CH1,
les utilisateurs du CH2, même si on fait une relation d'approbation, en fonction de comment a été développée l'application ou autre, celle-ci ne peut ne pas voir les utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'était un premier step qui sera nécessaire dans beaucoup d'autres cas, mais qui peut ne pas être suffisant en fonction là des différentes entités de différentes applications que vous pourriez avoir sur vos différents établissements. Par contre, on a un avantage, effectivement, c'est que ça ne demande pas de logiciel supplémentaire, ça ne demande pas de grosses mises en place. Le seul prérequis, entre guillemets, étant, c'est que, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas chez vous tous encore aujourd'hui, c'est d'avoir au moins une interconnexion réseau entre les différents CH pour qu'effectivement les différents annuaires puissent se voir. Donc ça, c'est je dirais la première étape. Derrière, une fois qu'on a fait ça, on peut, sans trop de façon, mais je vais pas trop m'apesantir dessus parce que j'y reviendrai plus tard, faire une connexion vers le cloud Microsoft qui va vous permettre, vous ouvrir des horizons vers toute la partie 365, mais pas que, en vous permettant de faire du SSO avec des applications SaaS, si vous les utilisez déjà, de partenaires tiers autres que Microsoft, en bénéficiant de la puissance d'Azure Active Directory. Donc, une fois que on a parlé de relations d'approbation et qu'on a dit que ce n'était pas suffisant, on peut avoir une deuxième couche en fait, ou une fonctionnalité que vous avez peut-être déjà pour certains d'entre vous, qui est en fait la fonctionnalité de Windows Server qui s'appelle ADFS, qui va pouvoir faire un premier cran de fédération d'identité. Vous avez plus de son ? Est-ce que plus... Si, ok. Okay. Peut-être une personne bon, plus qui peut continuer. Ok, pas de souci. Donc, ce composant ADFS, qui est un composant natif de Windows Server, vous permet d'aller sur une step un peu plus loin que la relation d'approbation, en vous permettant là de proposer un système de SSO pour vos applications. Et comme je vais reprendre le même exemple, si j'ai une application dans le CH1 et un utilisateur dans le CH2, l'ADFS me permettra que l'utilisateur se connecte sur l'application du CH1 en utilisant son identité du CH2, et ça sera il y aura un mécanisme de same sign-on, de login en fait, qui lui permettra de se connecter automatiquement de manière transparente pour l'utilisateur. Par contre là on retombe encore dans un cas où il faut que votre application soit entre guillemets compatible ADFS, ou si c'est une application métier, qu'elle soit une application que vous auriez développée chez vous, que celle-ci soit prête pour l'ADFS, ou que vous fassiez les modifications du code nécessaires pour que celle-ci puisse communiquer avec l'ADFS. Là encore, ça fonctionne aussi bien si vous avez déjà un domaine GHT, pas de domaine GHT, que vous allez en rajouter un plus tard. Toutes les fonctionnalités qu'on voit là, l'avantage c'est qu'elles sont évolutives dans le temps, et que le choix fait à un instant T d'avoir par exemple un domaine Active Directory fédérateur du GHT, présent ou pas, décision ou pas, on pourra le greffer ou l'enlever plus tard sans tout remettre en cause ce que vous auriez déjà fait. En faisant juste 2-3 manipulations, par exemple, si vous rajoutez un domaine GHT, il suffit de rajouter les relations d'approbation, de le rejoindre dans la partie ADFS, et là, du coup, on aura plus ce problème-là. La brique entre guillemets, je dirais, pas finale, mais la brique vraiment du dessus, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, c'est celle qui est indiquée en jaune sur le schéma, qui s'appelle Microsoft Identity Manager, qui est un outil fourni par Microsoft, et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, parce que elle non seulement ne se contente pas d'interconnexion avec des Active Directory, mais permet de la fédération d'identité avec 95 ou 99%, je veux pas dire 100%, parce qu'on peut toujours trouver potentiellement une petite solution dans un coin qui serait pas compatible, mais va vous permettre là effectivement de vraiment faire de la fédération d'identité au sens global du terme, de toutes vos applications et de tous vos annuaires différents. En allant jusqu'à rajouter des fonctionnalités supplémentaires de single sign-on. Donc là, l'utilisateur, en fait, pour lui, ça sera transparent. Il y aura
je vous le cache pas, un projet relativement conséquent du côté IT pour paramétrer et mettre en place tout ça. Par contre, l'avantage de ce produit-là, c'est que l'utilisateur, entre guillemets, il se logue avec une seule identité, que ce soit une identité GHT ou une identité de son CH, ou qu'il soit sur n'importe quelle application, et de manière entièrement transparente. Tout le travail, entre guillemets, aura été fait en amont par l'IT. Par contre, pour l'utilisateur, lui, il utilise un login, un mot de passe, et il se connecte de partout où il a les droits sans se poser la question de ah, alors il faut que j'accède à l'application qui est dans le CH1, donc il faut que j'utilise tel login, tel mot de passe. Dans le 3, c'est tel login, tel mot de passe. Alors comment ça se passe si moi je suis utilisateur du CH1 mais que je suis aujourd'hui localisé sur le CH2 ou ainsi de suite. Par contre, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Jérôme en reviendra peut-être un peu dessus sur la partie retour d'expérience, parce que c'est notamment un projet qu'on a fait à HSM. C'est un projet qui est relativement lourd à mettre en place. Contrairement des deux scénarios que je vous parlais précédemment, qui sont la DFS et la relation d'approbation, qui eux sont relativement légers en termes de mise en place, mais qui ont aussi moins de possibilités, moins de fonctionnalités. Ok, donc là on parle de MIME, oui, pour gérer donc les identités de tout le monde, donc des différents CH. Ça peut s'appuyer donc sur des annuaires Active Directory, mais pas que. Ok, d'autres annuaires. Tu as parlé effectivement de la synchronisation de l'AD avec Azure AD Connect. Oui. Est-ce que tu peux préciser un peu le principe de l'AD Connect pour ceux qui ne sauraient pas connaître. Ouais, alors, je voulais pas trop rentrer dans le détail. Je vais en parler juste rapidement parce qu'on en reparlera plus tard. Okay. Mais en fait, Azure AD Connect est un composant en fait qui va venir faire une synchronisation de vos Active Directory vers l'annuaire global du cloud Microsoft qui s'appelle Microsoft Azure Active Directory. Okay. Alors attention, même si ça porte le nom d'Active Directory, ce n'est pas un Active Directory classique comme vous auriez chez vous. Vous ne faites pas toutes les choses que vous pourriez faire avec un Active Directory. Ça ne va pas remplacer votre Active Directory que vous auriez aujourd'hui chez vous. Si je prends un exemple tout bête, aujourd'hui, je parle dans l'état actuel aujourd'hui, un Azure Active Directory ne sait pas gérer les GPO, par exemple. Voilà. Par contre, effectivement, il va vous permettre de vous synchroniser toutes vos entités GHT et de tous les CH membres vers le référentiel global Microsoft Azure Active Directory qui va vous servir à justement l'utilisation d'Office 365 si vous utilisez Office 365. Mais j'en parlais tout à l'heure aussi de toutes les applications tierces qui pourraient être fournies en SaaS par des éditeurs. Et là, l'avantage de ça, c'est que ensuite derrière, vous pouvez faire du SSO très facilement avec ces applications-là en vous basant sur l'identité Azure Active Directory. Ok, donc ça on va le voir juste après dans le contexte d'applications SaaS, notamment Office 365 pour votre suite collaborative. Le collaboratif, donc c'est un autre sujet, mais en tout cas sur la gestion des identités, il y a uniquement une synchronisation de certains attributs de C'est l'AD. ça. Alors de base, mais on n'héberge pas de données de santé. On n'héberge pas de données de santé et on le verra plus tard. On va parler un peu de mots de passe. On ne synchronise pas les mots de passe non plus. Donc les mots de passe ne sont pas stockés dans le cloud Microsoft. Ils restent chez vous les mots de passe. D'accord, ok. Donc là, ce schéma représente, on a plusieurs scénarios. Oui. Les relations d'approbation, la gestion des identités avec MIME également, qui s'appuie dessus. Et d'ailleurs, si on rentre un petit peu dans le détail, par exemple, MIME va demander en prérequis, par exemple, d'avoir des relations d'approbation pour travailler plus facilement. D'accord, ok. Tu as parlé un petit peu d'avantages inconvénients des différents scénarios. MIME, l'avantage, c'est que à partir de logiciels de gestion des ressources humaines, on va pouvoir également alimenter donc les champs de l'AD. Il y a énormément de connecteurs existants déjà avec MIME ou de connecteurs présents fournis par les éditeurs tiers sur le marché. Mais il faut les mettre en place. Tandis qu'effectivement, dans les autres solutions, on fait entre guillemets, de l'intercommunication d'identité, mais on n'a pas de connecteur déjà prévu et ainsi de suite. D'accord. Mais ça va permettre déjà, avec ces relations d'approbation, ça va permettre à chaque établissement membre d'un GHT de pouvoir déjà communiquer entre eux et pouvoir travailler sur des applications, on va dire, qui seraient hébergées. Par contre, effectivement, la partie fédération d'identité demande relation d'approbation demande une petite étude
pour savoir quelles applications vont bien fonctionner avec ou pas, pour savoir si juste ça nous suffit ou s'il faut qu'on passe sur une brique comme Mime par exemple. D'accord. On a une question effectivement. Est-ce que M. Kaminski sur Azure AD, est-ce qu'il est donc là des Azure AD Connect, on va dire. Oui. Est-ce qu'il est indépendant de Mime ou embarqué avec? Alors, il est totalement indépendant. Pour faire de l'Azure AD Connect, j'ai pas besoin de Mime. Si j'ai du Mime, il saura travailler aussi avec, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, si j'ai par exemple, ne serait-ce qu'un domaine Active Directory et que je veux faire de l'Office 365, je mets juste un Azure AD Connect et je synchronise mes identités. Okay. Sachant que c'est pareil, mon Azure AD Connect, je vais pouvoir choisir ce que je veux synchroniser comme identité et ainsi de suite, et que je suis pas obligé de synchroniser dans le cadre par exemple, si je prends un GHT avec 10 établissements, de synchroniser les identités de mes 10 établissements si mes 10 établissements ne souhaitent pas aller dans Azure Active Directory. Ok. Donc peut-être pour compléter, pour apporter quelques précisions, il n'y a pas de licence supplémentaire. Non. Le seul prérequis c'est une VM, en tout cas Windows Server. C'est ça. Voilà. C'est d'avoir un serveur Windows Server, pouvoir installer le composant logiciel, et puis d'avoir un login et un mot de passe pour se connecter à cet Azure Active Directory. Ok. Et de la même manière, effectivement, où on a Mime qui est intégré également à l'accord 4 licence CIH. Puisqu'on avait également une question tout à l'heure. Ok. Parfait. Est-ce que tu vois des choses à ajouter sur ce scénario? Est-ce que vous avez des questions complémentaires où on peut passer? Ouais, ce que je voulais dire, c'est plutôt est-ce qu'il y a des questions, parce que sinon des choses à rajouter, je pourrais en rajouter toute la journée, mais je vois que le temps passe un petit peu, effectivement. Okay. Je vous propose d'illustrer l'un de ces différentes options avec un retour d'expérience d'un centre hospitalier psychiatrique, l'association hospitalière Sainte-Marie, qui regroupe près de 10 établissements au niveau national et chacun peut-être une petite vingtaine trentaine, entre 20 et 30 sites pour chacun des centres hospitaliers. C'était un projet à la base d'uniformisation et de mise en place d'une messagerie unifiée pour l'ensemble des établissements, où la gestion des identités était primordiale puisqu'ils étaient sur des infrastructures totalement différentes, avec des messageries totalement également différentes. Donc on a réalisé un projet de consolidation des annuaires Active Directory avec différentes versions, où on a mis en place la solution Mime pour, à partir de leur logiciel de RH, alimenter, provisionner les champs de l'AD. Voilà. Au-delà de ce projet de gestion d'identité, c'est pas forcément le sujet, mais on était sur des infrastructures on-premise où on a mis en place une messagerie Exchange on-premise, Exchange 2016, avec un environnement également Skype on-premise pour la communication, la collaboration intersite, ainsi qu'un environnement SharePoint. Donc pas d'AD Connect puisqu'on était sur des infrastructures et des solutions collaboratives on-premise. Voilà. Donc c'est un projet assez structurant, voilà, qui peut représenter plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail sur un projet de ce type. Voilà. Donc voilà un cas concret, un cas d'usage concret sur lequel on a utilisé cette solution-là. Je vous propose maintenant d'enchaîner sur les... on a une question, alors juste avant, si on a un outil tierce SSO, est-ce qu'il faut Mime? Alors, je vais faire une réponse de ça dépend de votre outil de SSO, ce qui fait, et ce vers quoi vous voulez aller. Puisqu'en fait, Mime fait du SSO, mais Mime est aussi et avant tout un méta-annuaire et qui va vous faire là de la fédération d'annuaires. Je ne sais pas si votre outil de SSO ne fait que du SSO ou fait aussi de la fédération d'annuaires ou pas, dans quel cas. Et après, ce vers quoi vous voulez aller, est-ce que juste dans ce que vous voulez faire, d'avoir juste un produit de SSO de le mettre en place vous suffit, ou est-ce qu'il vous faut un SSO plus un outil de méta-annuaire, de fédération d'annuaires? L'avantage de Mime, en fait, c'est qu'il fait les deux. Mais par contre, Mime, c'est effectivement, si vous voulez mettre en place Mime et ne vous en servir que pour la partie méta-annuaire ou autre, Mime peut très bien travailler avec un autre outil de SSO et ne pas vous servir du SSO de Mime. Mime est effectivement, après, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a énormément, mais une fonctionnalité qui peut aussi vous intéresser, c'est la partie de pouvoir, avec Mime, on peut fournir à l'utilisateur un portail self-service
pour qu'il soit en capacité à changer son mot de passe de manière sécurisée quand il l'a oublié. Ok. Passons à la suite. Si effectivement on n'aurait pas répondu complètement à votre question ou si ça nécessite des infos complémentaires, on pourra vous donner la parole en fin de session ou alors n'hésitez pas à nous faire un petit mail d'informations complémentaires pour que Damien puisse vous répondre en parallèle. Ok. Ok. Passons à la suite. Maintenant sur tout ce qui est authentification dans le cadre d'applications SaaS, notamment dans le cadre de projets collaboratifs vers Office 365. On souhaitait le présenter comme ça puisque c'est également un sujet sur lequel on est extrêmement sollicité depuis près d'un an. Comment mettre en place des solutions collaboratives Office 365 dans le contexte de mon GHT, et la question justement des utilisateurs se pose dans le cadre de ces projets. Voilà. Et on a pu réaliser des projets collaboratifs sur des timings un peu plus restreints, puisque cette gestion des identités est simplifiée grâce à ce que va vous présenter Damien maintenant. C'est à toi. Merci. Donc en fait, dans ces exemples, j'ai deux trois exemples à vous présenter. On verra que il y a des choses qui reviennent sur tous les différents scénarios qui sont Microsoft Azure Active Directory et Azure AD Connect. Pourquoi Azure Active Directory? Parce que c'est là entre guillemets la pierre angulaire de là où vous allez stocker vos identités type cloud pour utiliser des services Microsoft dont on parlait 365, mais pas que. Aujourd'hui, il y a énormément d'éditeurs tierces de logiciels en mode SaaS qui ont travaillé avec Microsoft pour pouvoir faire du SSO et mettre en place un SSO avec un Azure Active Directory en 15-20 minutes. Donc ça c'est les choses là. Et le fameux Azure AD Connect qui est le composant nécessaire et minimal pour pouvoir synchroniser ces identités avec Azure Active Directory. Donc le scénario le plus basique, entre guillemets, je dirais, c'est j'installe juste mon Azure AD Connect et je vais faire de la synchronisation d'identités de mes CH, de mon environnement GHT, je choisis lesquels je synchronise et ainsi de suite. Et également dans mon outil, je vais choisir quels paramètres de mon identité je vais synchroniser. Alors en fonction des services que vous allez utiliser, il y a des paramètres qui seront obligatoires pour pouvoir utiliser le service que vous devrez, par exemple le nom, le prénom ou l'adresse mail. Mais après, vous allez être capable, si je prends l'exemple d'un Azure Active Directory classique, vous allez être capable de choisir dans tous les paramètres Active Directory liés à l'utilisateur que vous avez, lesquels vous voulez synchroniser avec le cloud ou pas. Et la deuxième chose que synchronise ce fameux Azure AD Connect, c'est qu'il va synchroniser une information de mot de passe. Par contre, il ne stocke pas le mot de passe, il va stocker le hash du mot de passe que vous avez sur votre Active Directory pour le stocker dans le cloud, pour que quand votre utilisateur se connecte avec une identité cloud, on puisse vérifier que c'est bien la bonne personne. Et l'avantage pour l'utilisateur, c'est que là, on va faire du SSO, mais pas du SSO single sign-on, mais du SSO same sign-on en fait. Où en fait l'utilisateur, si j'utilise que cette fonctionnalité-là, quand il va utiliser un service cloud, il va être obligé de se reloguer. Par contre, il va utiliser le même login et le même mot de passe que celui qu'il utilise le matin pour ouvrir sa session. L'avantage étant aussi, c'est que si jamais l'utilisateur change son mot de passe sur son Active Directory local, automatiquement cette synchronisation va être répercutée et quand il va se reconnecter juste derrière un service cloud, il se reconnectera avec le même login et le même mot de passe. Donc ça, c'est vraiment l'étape basique où je dis, moi je fais juste de la synchronisation d'identité et l'utilisateur, il sera obligé de se re-signer parce que c'est pas grave, parce qu'il utilise un logiciel qui permet de cocher la petite case magique de me souvenir de mon login et mon mot de passe et que finalement l'un dans l'autre, il le voit pas trop. D'accord, ok. Là, sur le schéma, donc on a deux CH, deux établissements. On synchronise l'AD dans l'Azure AD Connect du GHT, par exemple, voilà, soit établissement par établissement, soit au niveau d'un GHT, d'accord. Si je veux ajouter d'autres établissements après dans mon AD Connect de GHT, est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Je peux en enlever, je peux en remettre. Je peux dire, dans un premier temps, je n'ai pas de mode Active Directory GHT, donc je vais synchroniser les identités de mes différents CH via Azure AD Connect dans Azure Active Directory.
plus tard, je me dis, bah tiens, je vais faire un Active Directory GHT et au fur et à mesure, je vais migrer toutes mes identités CH vers cette identité GHT. Et à ce moment-là, je pourrais changer la synchronisation. Alors, ça demande un petit peu de travail et puis d'organisation. Mais je pourrais te dire à ce moment-là, Azure AD Connect, bah, ton point de synchro, maintenant, ce n'est plus les Active Directory des CH, mais c'est l'Active Directory GHT, et on fait un mapping des identités pour que ça soit transparent pour l'utilisateur. Et en fait, l'outil va permettre de dire bah, que l'utilisateur 1 du CH1 correspond à l'utilisateur 1 du GHT et matcher toutes les identités. D'accord, ok. L'intérêt dans ce scénario, c'est effectivement, dans le contexte des GHT, tous les établissements n'adhèrent pas ou au même rythme au projet de GHT. C'est parfois je dirais un peu politique et d'un point de vue direction générale d'établissement, tout n'est pas encore en place. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut déjà mettre en place Azure AD Connect pour les établissements qui sont déjà partie intégrante. Et en rajouter d'autres au fur et à mesure et ainsi de suite, ou en enlever un en cours de route pour une raison inconnue, mais qui souhaiterait ne plus être dans ce scénario-là. Ok. Autre petite précision, l'AD en local reste en quelque sorte maître ou... Tout à fait. Le point de création de l'identité reste l'Active Directory local. On est vraiment que pour l'instant là avec ça dans une synchronisation de mes identités locales vers le cloud. Je peux aussi, si je le souhaite pour une raison X ou Y, créer des identités cloud, mais je ne sais pas répliquer mes identités cloud vers mon Active Directory sur site pour l'instant. D'accord, ok. Donc le point maître est le local. D'accord, ok. Et donc on a après une synchronisation de l'AD, effectivement, et toute modification, suppression de l'AD local est répercutée après dans l'Azure AD Connect. Ok. On a une petite question de Monsieur Gasselin. Comment peut-on gérer les homonymies possibles entre les différents CH? Eh ben entre guillemets, vous allez la gérer de la même manière que vous la gérez entre guillemets aujourd'hui, quand ça peut se produire par exemple dans un même CH. En fait, vous pouvez avoir deux personnes qui ont le même prénom et le même nom. La seule chose en fait qui est importante, c'est que derrière, effectivement, quand on a un utilisateur, il a un nom, un prénom, mais il a un ID qui est masqué, qui est un ID technique. Donc cet ID-là, même si la personne a le même nom, prénom, ça sera deux ID différents. Ça, on en est certain. Ça, on est deux ID différents. Ça, on est deux ID différents. Et après, effectivement, il y aura un travail de votre côté, c'est de dire que bah, si il utilise entre guillemets le même nom de domaine, si c'est par exemple un domaine GHT, il faudra qu'il ait un login différent. Si je prends l'exemple de Jérôme, chez nous c'est jdubois@projetlist.com. Si j'ai un autre, j'ai pas un Jacques Dubois, eh ben je pourrais pas utiliser le jdubois@projetlist.com. Il faudra que ça soit un JA ou que je change quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Mais ça se gère entre guillemets de la même manière qu'on le gérerait le code d'homonymie sur un Active Directory classique. Là, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Ça, je gère très bien. C'est prévu de base. C'est des choses qu'on rencontre couramment, comme les choses aussi de changement de nom en cas de mariage, de divorce, de tout ce qu'on peut voir dans le cas de changement de vie. Ça c'est l'annuaire, c'est le gérer nativement. Ok, parfait. Donc là, on était sur la première option. Tu peux enchaîner donc sur la suivante, deuxième option. La deuxième option, alors qui reprend entre guillemets la base de la première option. On va se retrouver toujours avec nos Active Directory différents, notre Microsoft Azure Active Directory, notre Azure AD Connect qui va faire la synchronisation. Là, on va rajouter une brique supplémentaire dont on a parlé déjà tout à l'heure, qui est ADFS. Alors, si on a déjà un ADFS existant, on réutilise le même. On peut aussi mettre en place un ADFS pour ce cas-là et se dire, bah, je vais du coup m'en servir pour d'autres applications qui seraient autres. ADFS, tu peux nous rappeler ce que c'est En fait, le nom précis, c'est Active Directory Federation Services. C'est ce qui va permettre de faire des synchros d'identité et de mots de passe entre les différents AD qu'on a vu tout à l'heure, des différents CH et ainsi de suite. Okay. Et il fonctionne de la même manière aussi avec Microsoft Azure Active Directory. Donc quand je rajoute un ADFS à ce niveau-là, ça me permet, tout à l'heure j'ai parlé de Same Sign-On, en fait, où l'utilisateur, quand il utilisait un service cloud, il utilisait son login mot de passe de site, mais il est obligé de le retaper. L'avantage quand j'utilise quand je mets en place l'ADFS pour ça, bah, c'est qu'il m'apporte la même fonctionnalité que quand je suis chez moi avec mes Active Directory différents, cette fameuse fonctionnalité de Single Sign-On, où là, effectivement, si je mets en place un ADFS, je vais prendre un exemple concret,
j'ai un Office 365, j'ai pas d'ADFS, j'ai la fonctionnalité de base. Quand la personne va se connecter à Office 365, ça va lui redemander de rentrer son login, mot de passe, le même qu'elle utilise sur son poste de travail. Si je mets en place un ADFS, que la personne utilise un ordinateur qui est dans un des domaines qui est dans l'ADFS, dans un des domaines Active Directory qui est renseigné, la personne, quand elle va se connecter à un service Office 365, là, ça ne va rien lui redemander, ça va lui récupérer son identité automatiquement. Elle va faire du single sign-on. En fait, ça sera transparent pour elle, on lui redemandera jamais de se signer. Donc, ça apporte une souplesse pour l'utilisateur. Par contre, comme toute solution a un avantage, un inconvénient, l'inconvénient, entre guillemets, de cette solution, c'est que ça demande une infrastructure à mettre en place, à maintenir, et qu'il faut, de manière préférable, une infrastructure hautement disponible, surtout dans le cas où on fait du Office 365 qui, lui, est hautement disponible. Pourquoi? Parce que l'ADFS, du coup, quand vous mettez un ADFS, ce n'est plus une Microsoft Azure Active Directory qui valide votre connexion, c'est votre ADFS. Donc, si je prends l'exemple de, vous avez mis en place ADFS, vous avez mis en place Office 365, si votre ADFS fonctionne, même si Office 365 si votre ADFS ne fonctionne plus, même si Office 365 fonctionne, vous ne pourrez plus vous connecter à Office 365. D'accord. Tu dis avantage, inconvénient. Moi, en tant qu'utilisateur, je vois que des avantages. Hein. Oui, mais je me mets un peu du côté de notre population qui est, je pense, majoritairement du côté de l'IT. C'est que pour l'utilisateur, effectivement, ça simplifie la vie, mais en général, quand on simplifie la vie, il faut qu'il y ait un moment quelqu'un fasse le travail. Donc en général, c'est l'IT qui fait la mise en place de la plateforme, qui fait le maintien en compétition opérationnelle de sa durée de vie, et ainsi de suite. On envoie Jérémy faire l'installation de la DFS chez vous, il n'y a pas de souci. Mais ça permet surtout de pouvoir gérer ses applications sans se reconnecter à chaque fois sur les applications, mon Skype, mon Outlook on-premise, et quand j'utilise un service online, j'ai également mes applications grâce à ce service SSO. Et ça, au niveau service utilisateur, c'est top. C'est un confort utilisateur, voilà. Exactement, ouais. Ok, l'intérêt, on le verra un peu plus tard aussi, ça permet justement d'utiliser toutes les applications en mode online de type mon Outlook, mon agenda, mon SharePoint Online par exemple. C'est ça. Plus énormément d'applications qui sont dans le catalogue de Microsoft, qui ont été validées par Microsoft, qui sont des applications tierces en mode SaaS et qui peuvent permettre bénéficier de ce système-là aussi. Ok. Ça, j'en parlerai tout à l'heure justement en termes de retour d'expérience. Aujourd'hui, on met en place essentiellement dans le cadre de projets collaboratifs autour d'Office 365, parce que c'est un gros sujet, je dirais, dans le contexte des établissements et du GHT. Mais j'ai certains de mes clients qui me demandent, est-ce que je peux pas en profiter pour gérer ce SSO de mes applications SaaS qui arrivent? La réponse est oui, sous réserve de compatibilité, en tout cas, de l'ADFS. C'est ça. Et l'avantage de ce système-là, quand je couple Azure Active Directory, ADFS et mon AD, c'est que ADFS devient un peu mon point central et fait aussi bien le SSO avec les applications cloud qu'avec les applications que j'hébergerai chez moi. Ok. Parfait. On a une question de Monsieur Robert. Les utilisateurs doivent-ils obligatoirement avoir une messagerie pour se connecter? Alors, pour se connecter à quoi? Voilà. On va vous demander de préciser la question en fait. Parce que en gros, si c'est juste pour avoir utilisé le login et le mot de passe Azure Active Directory, il n'est pas soumis en licence dans sa version de base. Par contre, effectivement, si vous connectez à Office 365 et que vous n'avez pas de messagerie, vous n'allez pas avoir grand chose. Okay. Par contre, si c'est pour utiliser Azure Active Directory avec un SSO, avec une application tierce, alors, si on parle de Office 365 au global, entre guillemets, l'utilisateur peut se connecter et ne pas avoir de boîte aux lettres. Alors, il ne pourra pas utiliser la fonctionnalité Exchange de boîte aux lettres. Par contre, par exemple, il pourra faire du Skype, il pourra faire du SharePoint ou autre. Voilà. Okay. L'identité, elle sert pour tous les services. Après, c'est moi qui décide quel service j'ouvre à quel utilisateur. Ok. Là, en ce moment, on a pas mal de clients chez lesquels on déploie la solution Skype Online. On met en place la brique Office 365. Oui. On ne met pas la messagerie pour le moment, mais pour l'usage de Skype Online, on a besoin la DFS. On peut mettre la DFS. On a au moins besoin de l'Azure Active Directory, de l'Azure AD Connect, de la synchronisation d'identité. Effectivement, ADFS ou pas. Okay. Voilà. Et par contre, effectivement, il n'est pas cet utilisateur-là. Si on reprend la question, par exemple, dans ce cas-là, cet utilisateur-là n'est pas obligé d'avoir une adresse de messagerie ou de boîte aux lettres. Ok, parfait. Il te reste un scénario? Il me reste un scénario, en fait. Une option. Une option, en fait, qui est
assez récente, qui a quelques mois chez Microsoft, qui permet de faire presque la même chose que ce dont j'ai parlé avant. En fait, là, c'est une option qui permet aussi de faire du single sign-on, mais là, uniquement vers Office 365. Parce qu'avec beaucoup de retours, Microsoft s'est aperçu que la DFS était très bien. Par contre, dans le cadre de je veux faire du single sign-on, du SSO, uniquement pour Office 365, c'était un petit peu lourd à mettre en place. La DFS a plein d'avantages parce que ça me permet de faire du single sign-on avec Office 365, mais avec plein d'applications on-prem ou d'applications tierces hébergées chez mes partenaires. Mais que effectivement dans le cadre de moi je veux pas faire de SSO avec autre chose que Office 365, c'était un petit peu lourd à mettre en place. Donc en fait Microsoft a sorti une nouvelle option disponible qui s'appelle en langage technique Passthrough Authentication, qui est un petit composant logiciel qui s'installe sur 1, 2, 3, 4, 5, 12 serveurs si vous le souhaitez, et qui va là faire le mécanisme de SSO sans avoir besoin d'ADFS. Donc on va avoir au niveau identité cloud, la même fonctionnalité que la DFS, sans avoir besoin de mettre la DFS, puisque l'avantage c'est que cette fonctionnalité-là est moins lourde. Il n'y a pas de notion de architecture ADFS à concevoir, ainsi de suite. Là, c'est juste vraiment un petit composant logiciel qu'on installe sur un serveur déjà existant et qu'on paramètre et qui va me faire les authentifications en mode SSO pour mes utilisateurs. Donc, ça fait pas tout ce que fait ADFS. Par contre, dans le cadre de moi, de toute façon, je ne veux du SSO que avec des applications cloud, SaaS ou autres. Eh ben, c'est beaucoup moins lourd à mettre en place et à maintenir qu'un ADFS. Okay. Donc, chacune des solutions garde ses avantages. C'est en fonction de ce que je veux faire, sachant que je peux aussi très bien dire, moi, je fais de l'ADFS et je passe à cette méthode qu'on appelle entre guillemets PTA, ou alors je fais du PTA et puis finalement maintenant j'ai une application qui arrive chez moi, l'ADFS me serait bien utile. Eh ben, je peux installer un ADFS et migrer d'une solution à l'autre. Ok. D'un point de vue compatibilité des applications, que ce soit PTA, DFS, est-ce qu'on sait un peu C'est le même catalogue en fait parce pareil. que c'est lié à l'Azure Active Directory. C'est un catalogue qui est disponible publiquement, qui est enrichi régulièrement. Microsoft travaille avec les différents éditeurs du marché pour que leur solution soit compatible. Donc là, il n'y a pas de différence. D'accord. En termes d'avantages par rapport entre les deux, comparaison au niveau des avantages, est-ce que ça répond aux mêmes besoins? Ça répond aux mêmes besoins pour la partie identité cloud. D'accord. Par contre, effectivement, ADFS a comme je disais tout à l'heure, cet avantage de dire, si je veux faire du SSO pour mes identités cloud, mais aussi pour des applications qui seraient on-prem, ADFS sait le faire. PTA aujourd'hui, lui ne sait le faire que pour le cloud. Ok. C'est plus d'accord. C'est plutôt d'un point de vue structure, l'infrastructure à mettre en place. Tout à fait. Où ADFS nécessite davantage d'infrastructure. ADFS nécessite à minima 4 serveurs ADFS en haute disponibilité si on veut faire les choses dans les règles de l'art et pas se dire si jamais j'ai un serveur qui tombe, j'ai plus personne qui se connecte. Donc il faut installer tout ça, il faut maintenir tout ça. Okay. Là, l'avantage de PTA, comme je disais, c'est que c'est un petit composant logiciel qui se greffe sur 1, 2, 4, 6, 12 serveurs. Du jour au lendemain, je peux dire j'en ai 2, je passe à 4, j'en ai 6, je passe à 2. Enfin voilà, c'est beaucoup plus souple que ce qu'on a avec la DFS. Ok, parfait. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. On peut donc avancer. C'est toujours dans le schéma que tu as bien expliqué. Et là, sur cette dernière option, c'est pour dire qu'on peut. En fait, on peut mixer. C'est les 3 slides qu'on a vu avant qui sont dans un seul parce que on pourrait très bien imaginer dans le cadre d'un GST dire moi j'ai un CH pour mes besoins particuliers, je veux un ADFS. Le CH d'à côté dire moi de toute façon j'ai pas besoin d'ADFS parce que j'ai pas d'application sur site qui nécessite du SSO, donc je fais que du PTA. Changer de l'un à l'autre, je peux mixer toutes les solutions. D'accord. On peut, c'est pas forcément conseillé. C'est pas forcément conseillé, mais si pour un cas particulier on a besoin d'avoir les deux ou de passer de l'un à l'autre, techniquement on sait le faire sans tout casser, sans tout refaire. Voilà, on peut s'appuyer sur une installation déjà en place. C'est ça existant. La seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est que pour toutes les identités qui vont être synchronisées dans le même Azure Active Directory, je ne peux installer qu'un seul Azure AD Connect. Ok. Heureusement que tu as mis ce slide en toute fin de scénario, sinon tu les perdais. C'est ça. On n'a pas de questions sur ce schéma, c'est que je pense tout est clair, les questions ont été posées. On va pouvoir passer sur un retour d'expérience client du GIP Cépage.
GIP Cepage, qui est un éditeur public de solutions de gestion, de paye, différentes applications de gestion que vous connaissez très certainement. Ils interviennent auprès de 320, 330 clients CH, CHU en France et DomTom. On est intervenu dans le cadre au départ d'un projet collaboratif de transformation digitale de l'éditeur pour changer un petit peu certains usages qu'ils avaient. On intervient notamment pour la mise en place donc d'outils collaboratifs Office 365 en phase de pilote sur la migration Exchange, mais surtout dans la mise en place de travail collaboratif sur SharePoint et Teams précisément. Et dans le cadre de ce projet, on a mis en place, bien entendu, un serveur Azure AD Connect et également donc une infrastructure ADFS en haute dispo, 2 on-premise et 2 dans Azure, où les 2 serveurs, les 2 rôles de l'ADFS étaient répartis donc également dans Azure. Voilà. Donc c'est un scénario un petit peu hybride qui reprend les dernières options que vous a présentées Damien juste avant. Voilà. Et par rapport à cette notion d'ADFS, il a été mis en place pour Office 365 bien entendu, mais ils ont souhaité accélérer le projet, la mise en place de l'ADFS pour justement pouvoir gérer le SSO d'une application métier qui est une application métier de gestion des ressources humaines, qui est une application SaaS. Voilà, donc on a mis en place l'ADFS d'abord pour leur application métier et ensuite pour le projet collaboratif. Voilà. Voilà sur le retour d'expérience. On en a fini sur les différentes options possibles. On avait réservé quelques slides si on avait des questions complémentaires. Si on avait des questions complémentaires, on peut peut-être les passer. En fait, c'est juste 2 slides pour expliquer la possibilité que quand on faisait de l'Azure Active Directory et du Office 365, on avait la possibilité de faire un seul tenante Azure Active Directory au sein du GHT, ou alors de faire plusieurs tenantes au sein du GHT, un par exemple par établissement. Avec chacune des solutions, ses avantages et ses inconvénients. On va pas trop passer de temps là-dessus aujourd'hui. C'est des choses qu'on voulait juste rappeler qui existent et savoir que les deux solutions sont possibles. Après, effectivement, il faut bien étudier tous les cas pour savoir si je fais du monotenante ou si je fais du multitenant, quels vont être les impacts au niveau de mes utilisateurs et de mon infrastructure.